Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouvel entretien de 30 minutes avec. Je suis Rama Saladien et aujourd'hui, nous allons parler avec une chercheure et décideuse politique. Il s'agit de Madame Astou Diao Camara, qui est socio-géographe et directrice du Bureau d'analyse macroéconomique, BAM, de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Le BAM est actuellement au centre de recherche sur les politiques publiques agricoles et Madame Astou Diao Camara est la vice-présidente du réseau ANAPRI, membre du conseil scientifique de la Fondation Farm, membre du conseil d'administration de ENDA Pronat. Elle a coordonné le PPZS, Pôle pastoraliste et zone sèche, un groupement d'intérêt scientifique regroupant ISRA, CIRAD, l'UCAD, le CSE et d'autres associés universitaires entre 2018 et 2022. Les travaux de Madame Astou Diao Camara sont orientés sur l'analyse du fonctionnement des exploitations agricoles, familiales, la conception de méthodes d'accompagnement des acteurs du monde agricole, organisateurs de producteurs, ONG, acteurs gouvernementaux. La conception de méthodes participatives innovantes pour construire des projets pluridisciplinaires, les implémenter et traduire les résultats en notes de politique. Donc, Madame Ortudia Camara, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est d'autant plus important de vous accueillir qu'on a assisté le mardi dernier à l'un des événements clés du BAM, les mardis de l'ISRA, les mardis du BAM, et le sujet portait sur la prospective. Il s'agissait d'identifier les différents scénarios pour l'agriculture sénégalaise en 2050. Mais avant cela, on va vous demander, c'est quoi le travail du BAM en particulier dans le contexte sénégalais de la recherche agricole? Je vous remercie, Madame Rama Saladien. Donc, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'offrez d'échanger avec vous sur notre travail et puis de partager ma perspective avec vous au sujet des politiques publiques agricoles. Alors, le BAM, c'est une unité de recherche transversale, donc sur les sciences humaines et sociales, donc les politiques publiques, la sociologie, l'économie, la géographie. Donc, nous sommes une unité de recherche qui est une entité à l'intérieur de l'ISRA. Donc, Donc, l'ISRA est à l'Institut sénégalais de recherche agricole. Mhm. Les recherches au niveau du BAM sont de différentes natures. Le BAM étant, l'ISRA étant un institut sur l'agriculture au sens large, donc Mhm. on y réfléchit à la fois sur tout ce qui est technologie et production de connaissances pour la production végétale, pour la Mhm. production animale, pour la production halieutique. Et donc, Mhm. nous, en tant qu'unité de recherche en sciences humaines et sociales sur les politiques publiques, mais également sur comment fonctionnent les exploitations qui produisent, nous sommes censés produire des connaissances sur tous ces domaines-là pour à la Mhm. fois aider à la prise de décision. Donc, on aide à la prise de décision de différents acteurs, que ce soit Mhm. des acteurs politiques à différentes échelles, mais Mhm. également les acteurs qui sont les professionnels de ces métiers-là de l'agriculture. Donc, Mhm. nous travaillons à la fois sur des approches de type macroéconomique, mais Mhm. également micro, parce que nous intervenons de la part, pas de la parcelle, mais en tout cas de l'exploitation au centre de décision des producteurs jusqu'aux politiques publiques au plan national. Donc Mhm. voilà, donc c'est une équipe d'environ une trentaine de personnes Mhm. avec des disciplines donc, en économie, comme j'ai dit tout à l'heure, en géographie, voilà, en sociologie, parce que moi je suis socio-géographe un peu. Mhm. Voilà. Merci beaucoup, Madame Astou Diao Camara. Donc, ce rappel et cette mise en perspective est importante parce que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est enjeux et défis de l'agriculture sénégalaise en 2050. Est-ce qu'on se dirige vers un scénario agro-industrie ou bien se dirige-t-on vers un scénario agroécologie? Mais avant cela, lors de votre introduction le mardi dernier, vous avez parlé de l'agriculture comme étant un secteur sous pression, mais un secteur clé. Vous avez parlé de 5 éléments qui caractérisent l'agriculture: une demande alimentaire croissante, la vulnérabilité aux aléas climatiques, la hausse du prix des intrants, de multiples contraintes structurelles pour l'intensification industrielle de la production et enfin les risques liés à la sécurité alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre ces enjeux? Surtout, essayons de l'expliquer ou d'expliquer ces enjeux-là à quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de l'agriculture. Que leur diriez-vous? Je vais essayer d'être un peu didactique. Alors, vous savez, l'agriculture,
joue plusieurs fonctions. Mhm. Souvent, on utilise le terme multifonctionnalité. On dit que l'agriculture est multifonctionnelle parce qu'elle joue plusieurs fonctions. Mhm. La première fonction à laquelle on s'attend Mhm. vis-à-vis de l'agriculture, c'est qu'elle produise de la nourriture, Mhm. qu'elle produise des céréales, qu'elle produise de la viande, qu'elle produise du lait, qu'elle produise du poisson, etc. Ça, c'est la première fonction. Il y Mhm. a d'autres fonctions qui sont associées. Mhm. L'une des deuxièmes fonctions sur laquelle nous comptons beaucoup au niveau de nos pays sous-développés, c'est la fonction d'emploi. Mhm. Donc ça, c'est une deuxième fonction qui est très importante. Et quand on regarde les politiques publiques dans les pays en développement, on place l'importance de l'agriculture sur ces deux fonctions-là. Donc une fonction d'alimentation, mais une fonction d'occupation d'une population active qui doivent se retrouver dans cette activité-là, ce métier. Donc une deuxième fonction. Une Mhm. troisième fonction, par exemple, qu'on essaie de faire jouer et qu'on doit faire jouer à l'agriculture, parce que les systèmes agricoles utilisent des ressources naturelles. Donc, Exactement. une troisième fonction, c'est comment produire, nourrir une population qui ne cesse d'augmenter, mais également préserver l'environnement. Donc, quand on demande à l'agriculture de préserver l'environnement, on s'adresse à tous ces acteurs qui sont derrière la terre, les animaux, qui soient attentifs à comment est-ce qu'on produit. Donc, Mhm. pour C'est le ne pas critère. ne pas être très long, au Mhm. moins voilà les trois fonctions qu'on fait Mhm. jouer à l'agriculture. Et Mhm. aujourd'hui, quand on regarde nos pays, quand on regarde même à l'échelle du monde, Mhm. le rôle d'alimentation pose question. Mhm. On a des parties du monde aujourd'hui où la nourriture est suffisamment suffisante, où on parle même de gaspillage, et on Mhm. a d'autres espaces, notamment chez nous, dans nos pays, où on a encore une population qui n'arrive pas à, à se nourrir. On a des questions de sous-alimentation, on a une Mhm. question de malnutrition, et toutes ces questions-là interpellent l'agriculture et de mieux en mieux, plus qu'on avance dans le temps. Donc c'est là où commencent à entrer les défis. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à ce que l'agriculture joue toutes ces fonctions-là. Ça, c'est un enjeu. Alors, quels sont les défis? C'est toutes les contraintes et toutes les dimensions que tous les acteurs pluriels, que ce soit l'agriculteur, le chercheur, le conseiller agricole, celui qui établit une politique publique, celui qui l'évalue. Donc, tous ces acteurs-là doivent être conscients, comprendre les défis pour voir comment est-ce qu'on avance. Et aujourd'hui, les défis, le premier défi auquel on fait face, ben, c'est une population, une démographie qui ne cesse de croître. Souvent, voilà, il y a une question d'école, hein, parce que certains pensent que la démographie est un, comment dire, est un avantage et c'est quelque chose, voilà. D'autres pensent le contraire, mais ce qui est constant, quand on regarde aujourd'hui les quantités de nourriture dont nous avons besoin, il y a déficit. On ne Mhm. produit pas assez pour nourrir notre population. Nous dépendons d'importations et ces importations-là, on a vu ces dernières années, comment est-ce qu'on peut être contraint subitement par une guerre, subitement par une pandémie, etc. On a vu le Covid, on a vu Mhm. la guerre ukrainienne, comment ça a mis en tension nos besoins en céréales, nos besoins en intrants, etc. Donc, le monde évolue, les défis sont grands, donc les acteurs qui doivent faire face à ces défis-là essaient, mais avec d'énormes difficultés. Et donc, voilà ce qui est, on est sur une balance où on a des fonctions qu'on doit faire jouer à l'agriculture, et sur l'autre côté de la balance, on a des poids, des obstacles qui pèsent. Donc, comment équilibrer cette balance-là? C'est la question, c'est la préoccupation de tous les acteurs aujourd'hui du monde de l'agriculture. Exactement. Merci infiniment pour cette réponse très exhaustive qui pose un peu le problème en des termes en des termes clés pour permettre à tout un chacun de Oui. comprendre l'enjeu. Donc maintenant, parlons de votre étude prospective. Agro-Éco 2050 Sénégal. Vous en avez parlé comme d'un exercice participatif, autant qualitatif que quantitatif. Vous avez parlé des objectifs dont l'un était d'éclairer les visions de l'agriculture à long terme. Donc, pour pouvoir définir des visions et construire des repères pour discuter de deux scénarios contrastés, transition agroécologique ou bien le scénario agro-industriel. Donc, pour chacun de ces deux scénarios-là, il y a différents enjeux, bien évidemment. Lorsqu'on parle du scénario agroécologique, vous nous avez expliqué qu'il s'agit d'une vision dominée par la logique d'intensification écologique avec une agriculture diversifiée et durable.
Lorsqu'on parle du scénario agro-industriel de l'autre part, de l'autre côté, on a une vision dominée par la logique d'intensification industrielle avec une agriculture spécialisée et intensive en intrants. Donc, avant de parler du fond de la question, est-ce qu'on peut parler du processus qui a mené à cette étude? Vous avez tout de suite parlé de ENDA, Pronat, comme étant une partie prenante des acteurs. Quels ont été les autres partenaires que vous avez Ouais. mobilisés pour cette étude prospective? Alors, rapidement, vous savez, aujourd'hui, dans le monde de la recherche, tout fonctionne par consortium. Il est difficile de fonctionner aujourd'hui en autarcie dans son coin. Donc, en général, les grands projets de recherche sont l'idée exécutée par des consortiums qui font se retrouver universitaires, instituts de recherche, partenaires, parties prenantes. Au niveau du BAM, nous avons plusieurs projets et donc ce projet-ci est un parmi tant d'autres. C'est également un dans lequel on s'est laissé à cette prospective-là. On a d'autres projets dans lesquels la prospective n'est pas nationale, elle est territoriale, par exemple. Donc, ce projet-ci, le consortium de partenariat, déjà, on a des partenaires scientifiques. Les partenaires scientifiques, c'est le CIRAD, donc le Centre international de recherche agronomique pour le développement, qui est un de nos partenaires clés dans pratiquement beaucoup de processus de recherche. On a également la FAO, qui est à la fois un partenaire technique, mais également financier, plus l'ISRA. Donc ça, c'est les partenaires techniques, en fait scientifiques. Ensuite, comme c'est une étude prospective qui se voulait, comment on appelle, participative, il fallait le faire avec les autres acteurs qui comptent dans le monde de l'agriculture. Donc, un des acteurs clés et vraiment stratégique était le ministère de l'Agriculture. Parce il fallait dès le départ, parmi nos hypothèses, on avait dit on voulait faire une prospective, mais qui ne soit pas perchée dans les airs. Il fallait faire un travail qui soit relié avec des politiques publiques actuelles et qui soit porté, ancré au niveau de la politique du Sénégal. Et donc, pour ce faire, on est allé présenter l'idée, le projet au ministère de l'Agriculture qui a épousé. Et donc, dans le comité de pilotage et dans le processus de prospective, on y était avec le ministère, donc notamment les conseils techniques du ministre. Ensuite, il fallait des partenaires qui soient représentatifs de la diversité des modèles agricoles. Et ces partenaires-là, comme on peut le pressentir, en fait, le paysage de l'agriculture, on a des agriculteurs familiaux, on a des agro-industries, on a des porteurs d'une agriculture plus durable qu'on appelle aujourd'hui agroécologique, et il fallait tous ces acteurs-là. Du coup, dans le consortium également, ce qu'on appelle le comité d'experts qui fait la prospective, on avait la DITAS. Donc la DITAS, aujourd'hui, c'est une alliance, c'est un réseau de tous les acteurs qui sont aujourd'hui intéressés par la question de l'agriculture agroécologique. Ensuite, à côté de la DITAS, on avait les acteurs du secteur privé. Donc, on avait notamment le représentant de la CSS, qui est l'une des grandes compagnies de culture au Sénégal, qui a participé à tout le processus parce qu'il fallait la perspective des acteurs du privé. On avait La également d'autres types d'acteurs, de les autres la ministères. du CSS, c'est Compagnie sucrière sénégalaise? Voilà, c'est la compagnie sucrière sénégalaise, donc qui a participé. D'ailleurs, au mardi du BAM, il était dans le dernier panel, la table ronde. Ensuite, on avait les autres ministères, donc notamment le ministère des Finances, on avait la direction de la statistique. Donc, tous les acteurs aujourd'hui qui sont soit au niveau des données, soit au niveau de la production, soit au niveau du secteur privé, de la décision, tous ces acteurs-là ont participé. Alors, l'exercice de prospective, c'est une approche qui essaie de sortir de l'action d'aujourd'hui pour aujourd'hui. Je vais essayer d'expliquer de façon simple la prospective. Alors, c'est sans citer Bachelard ni les grands noms, la prospective se veut une anticipation pour réfléchir aujourd'hui en imaginant demain. Donc, on se pose la question simple, quelles pourraient être les images de demain, de ce qu'on est en train de... Aujourd'hui, nous sommes dans une situation donnée. Dans 30, 40 ans, dans 15, en général, l'horizon est un peu plus court quand même. On peut se dire dans 10, 15, 20 ans, quelle pourrait être la réalité qu'on vit aujourd'hui. Et donc, quand on se projette, on a beaucoup d'hypothèses. Nous considérons que déjà, quand on se projette sur l'avenir, on s'extrait des contingences d'aujourd'hui pour penser le futur. Et quand on pense le futur, on est plus créatif,
on est plus libéré des contraintes d'aujourd'hui et on peut imaginer ce qui peut se passer demain. Alors, c'est un exercice qui ne doit pas être détaché d'aujourd'hui. C'est pourquoi on part de diagnostic réel, on regarde la situation aujourd'hui. Donc, dans l'agriculture d'aujourd'hui, on est intéressé par voir quels sont les facteurs qui jouent certains rôles, quelles sont les dimensions qui comptent le plus. Et ce sont ces facteurs-là qu'on projette sur plusieurs années en regardant, bien entendu, comment est-ce que ces facteurs s'interconnectent, s'influencent les uns les autres. Alors, pour faire cet exercice, ici aussi, l'un des points de départ de l'étude était que nous sommes dans un monde aujourd'hui quand même assez contrasté, où les postures des acteurs sont parfois différentes. Ben, toutes ne se valent pas, mais voilà, en tout cas, toutes se justifient. Ces Exactement. postures-là, on sait qu'on a des porteurs d'une agriculture conventionnelle, et je dis tout se justifie. Nous avons besoin de produire plus parce que la demande en alimentation, elle est forte. Donc, il faut qu'on produise. Alors, comment produire les modèles qui sont là, les modèles qui ont fonctionné ailleurs, notamment en Occident, on les connaît. C'est des modèles de production intensifs. On a produit de façon intensive, pardon, des productions végétales, les céréales, voilà, les légumineuses, etc. On a produit pareillement au travers de fermes intensives des animaux qui arrivent à produire beaucoup de lait, beaucoup de viande, etc. Donc ça, c'est un modèle et qu'on appelle le modèle conventionnel. Alors, depuis quand même un certain temps, il y a des questions qui se posent au regard de ce qui se passe notamment dans l'environnement, liées à des questions de santé publique, liées à d'autres questions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cela, mais en tout cas, se pose aujourd'hui la question de la durabilité des écosystèmes, de la durabilité de nos façons d'exploiter les ressources naturelles, les questions, la gestion de l'eau, la gestion de la fertilité de des sols. Donc, toutes ces questions se posant font également qu'il y a des acteurs qui sont positionnés. Il y a un gradient d'ailleurs très, très large. Il y en a qui sont positionnés carrément dans des modèles biologiques, carrément l'agriculture bio. Il y a d'autres qui se positionnent sur ce qu'on appelle la transition agroécologique parce qu'on comprend qu'on ne peut pas passer d'un modèle du jour au lendemain et c'est ça que prône la transition. Donc, ensuite, on tente qu'on construise de nouvelles manières de produire, de nouvelles manières de consommer, de nouvelles manières d'interagir entre nous parce que l'agroécologie, c'est plusieurs dimensions. Alors, c'est conscient de tout ça que nous avons dit, pour nous projeter aujourd'hui, projeter l'agriculture sénégalaise dans 15-20 ans, on regarde tout ça et quand même, on questionne les modèles. Vers quel modèle on va aller? Il y a une chose sur laquelle nous sommes très sûrs, et moi en particulier, au Sénégal, on ne peut pas s'attendre à avoir un seul modèle. Je pense que ce n'est pas possible parce que nous avons une diversité d'acteurs, nous avons une diversité de postures, et donc les modèles vont coexister, cohabiter l'un à côté de l'autre. Donc, on va Nous, en avoir tant un que chercheurs hybride. qui voudront... On va avoir un modèle hybride, Ouais, très certainement. voilà, on va aller vers un modèle hybride. De toute façon, aujourd'hui, l'hybridation, elle est déjà là, mais on va aller vers ça. Alors, la question que nous nous sommes posée, c'est quand même, comment est-ce qu'on peut accompagner les acteurs, les politiques publiques, pour que on arrive à produire plus, mais mieux. C'est ça. Comment produire plus, mais mieux? Quand on discute avec le ministère de l'Agriculture est très clair sur sa position depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ils ont dit qu'ils veulent accompagner les synergies. Ils veulent que l'agriculture familiale côtoie l'agriculture industrielle et que les deux, que chaque modèle puisse gagner de l'autre. Donc, on a fait depuis pratiquement, ça fait 10-15 ans que toutes les réflexions tournent autour de comment construire des synergies bénéfiques. Donc ça, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Donc, quand le débat bouge un peu sur la notion de durabilité, donc on met face à face une agriculture conventionnelle avec une agriculture plus durable. Également, sur ce gradient-là, le ministère est clair. Il a dit, je n'accompagne pas, je ne promeux pas un modèle à l'encontre de l'autre. Comment arriver à ce que nous produisions plus et mieux? Donc, il s'attend à ça. Et du coup, on avait en face de nous 3 modèles. On a un modèle conventionnel, un modèle agroécologique et le modèle hybride qu'on appelle coexistence verte. Maintenant, dans l'exercice mathématique de la chose, de la prospective, des calculs, nous nous sommes rendus compte que le modèle de coexistence verte qui intéresse les acteurs aujourd'hui, en tout cas les politiques publiques, était plus ou moins, c'était le modèle qui était le plus difficile
à calibrer et puis comment on appelle, ces implications en termes de mathématiques, de statistiques étaient plus difficiles parce qu'on ne pouvait pas se dire on se met sur ce gradient-là, là ou là. Par contre, les deux contrastés, on pouvait voir pour chaque modèle quelles sont les implications. Et donc, c'est ce qui nous a poussé à travailler donc, avec notamment c'est le partenaire CIRAD qui a développé sur un autre terrain qui n'est pas le Sénégal, en Inde, un modèle, une approche de prospective quantitative qui permet de mesurer les impacts des choix que nous faisons. Et donc, le processus de scénarisation, de prospective, a combiné deux approches. On a combiné une approche qualitative, donc qui a impliqué plusieurs acteurs, donc dans l'imagination des modèles, dans le calibrage, dans la définition des facteurs, etc. Et après, on a eu une partie quantitative qui était plus technique, portée par les collègues économistes et puis qui étaient derrière le modèle et qui ont fait tourner le jargon qu'on utilise, qui ont fait tourner le modèle. Et c'est là où on est arrivé à ce type de résultat-là qu'on a trouvé très intéressant et qu'on voulait partager. On voit déjà que les choses ne sont pas si tranchées que ça, que chacun des modèles a des avantages et des inconvénients. Par exemple, le modèle de l'agriculture agroécologique. Il présentait l'avantage de pouvoir utiliser plus de main-d'œuvre. Par contre, le gain de productivité n'est pas si énorme que ça. Et que voilà, il fallait attendre encore, voilà, jouer sur beaucoup de leviers pour arriver à produire plus. Quand on est sur l'autre modèle, également pareil, on voit que on peut perdre un main-d'œuvre, mais quand même, on gagne en productivité, en rendement, etc. Même si ça ne permet pas, et c'est ça qui nous a un peu étonné, les deux modèles ne permettraient pas de produire une production, je me répète un peu, mais suffisante pour nourrir la population en 2050, parce que également, c'est une donne qui change. Parce que quand on regarde la courbe de progression de la démographie, en 2050, la population aussi explose. Et donc, c'est ça qui était intéressant. Et le résultat, donc nous voudrions attirer l'attention des acteurs en leur disant, parfois, il est facile d'être derrière un modèle, d'être passionné, de militer. Parce que souvent, on voit du militantisme dans certains derrière. C'est normal, hein, je pense que c'est assez compréhensif. Mais quand on regarde la réalité des choses, on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Et donc, de toute façon, ça rend encore plus pertinent la coexistence de modèles. Et c'est là où nous sommes clairs. On ne dit pas, notre recommandation n'est pas de faire deux modèles côte à côte. Il ne s'agit pas d'arriver sur un territoire, que les agro-industries soient là, non. Comment construire deux modèles qui coexistent, qui aient des interrelations, notamment à différents maillons des filières, au niveau de la production, de la consommation, ou bien de la transformation, valorisation des produits. Voilà un peu en résumé ce qui a motivé le travail, la posture dans laquelle on était dans le processus, et quand on a vu les résultats, nous nous sommes dit, écoutez, ça mérite un mardi du BAM. Parce que c'est comme c'est un événement public qui permet de partager nos résultats, mais également, à la fin d'un mardi du BAM, on peut avoir une note politique qui est adressée aux différents acteurs pour la prise de décision. Et c'est ça qui nous a fait nous rencontrer le mardi dernier autour de la prospective, et on est revenu sur tout le processus. Il y a eu de la voix, donc de la parole donnée à tous les différents acteurs qui ont partagé leurs perspectives, qui ont partagé des enseignements, donc chacun ce qu'il a appris dans le processus. Et voilà, et puis voilà, on a pu avoir quelques recommandations sur la table des autorités. Merci beaucoup, Madame Astou Diaw Camara. Justement, Monsieur Vincent Martin, qui est le directeur de l'innovation de la FAO, a pris la parole et il a cité Gaston Berger pour dire que la prospective, c'est voir loin, c'est voir large, c'est analyser en perspective et de mettre l'homme au centre. Donc, vous, quelles recommandations avez-vous fait ou prévoyez-vous de faire au nouveau gouvernement qui vient de s'installer, qui a décliné la souveraineté alimentaire comme une préoccupation clé? Comment les résultats de votre étude prospective AgroEco 2050, quelles recommandations avez-vous déclinées sur la base de cette étude?
Ouais. Alors, les recommandations qui sont issues de cette réflexion, et c'est là où, voilà, on ne s'octroie pas comment dire, tout le succès de ce qu'on a fait. C'était vraiment, c'était ouvert, c'était un processus dans lequel beaucoup d'acteurs ont participé. Et le Mardi du BAM a permis également de voir la participation d'autres qui n'étaient pas dans le processus. Et Exactement. dans le live, donc dans le chemin de la réflexion, de l'action, il est ressorti des recommandations qui mériteraient certainement d'être mieux retravaillées. Voilà. Parce qu'on a des recommandations qui sont plus ou moins distillées dans le rapport technique qui est disponible sur le site du BAM. Mais il y a on a eu trois grandes recommandations, voilà, à la fin du mardi du BAM. La première recommandation qui est ressortie, quand on regarde toutes les discussions, les prises de parole de part et d'autre, c'était que les approches en général de recherche ne sont pas, comment dire, calées, voilà, figées. Et nous nous sommes rendus compte, voilà, et on est conscient de ça en toute humilité, il faut continuer à parfaire les approches, il faut continuer à améliorer notre manière de faire cette prospective-là. Et la recommandation qui est sortie est que au niveau du Sénégal, nous avons un espace scientifique et technique qui est plus large que ceux qu'on a utilisés pour faire cette prospective-là. Donc, On une a- première recommandation est de favoriser un espace de dialogue sur l'approche qui soit plus technique pour qu'on puisse partager et nos hypothèses et les données et les résultats avec d'autres, notamment d'autres collègues des universités, des think tanks, pour continuer la réflexion. Donc ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, elle est très importante et ne concerne pas que cette étude, parce que l'enjeu des données est revenu. Nous nous sommes rendus compte que on a besoin d'utiliser des données qui soient actuelles, qui soient fiables et qui soient produites sur l'échelle pertinente de l'agriculture, et on a du mal. Dans le processus, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs producteurs de données qui ne sont pas aux mêmes échelles, qui n'utilisent pas les mêmes approches, qui n'ont pas les mêmes moyens. Et donc, c'est difficile de mobiliser parfois les données qui viennent de plateformes internationales, des données de la statistique nationale. Alors, on voit les difficultés que ça pose. Et ça, la recommandation qui en est sortie était qu'il est plus que jamais impératif qu'on ait en même temps qu'on ait un espace pour continuer à réfléchir les prospectives sur les politiques agricoles, il faut qu'on ait un espace de dialogue sur la production de données agricoles. Et ça, c'est vraiment important. C'est Exactement. important qu'on puisse aujourd'hui, pour la décision, pour la prise de décision politique, qu'on puisse la faire à partir de bonnes données. Et ça nécessite que les acteurs producteurs de données, que ce soit la statistique nationale, les think tanks, les organismes internationaux, la FAO, Banque mondiale, etc., l'ADAPSA, qui est la structure du ministère qui produit les données, nous devons nous retrouver autour de mécanismes pour voir comment est-ce qu'on mutualise des moyens et des ressources pour produire de la donnée agricole, comment est-ce qu'on actualise les méthodes, comment est-ce qu'on rend disponibles ces données-là pour nous, pour autres. Donc ça, c'est la deuxième recommandation. Alors, la troisième recommandation qui est sortie et qui s'adresse carrément au ministère de l'Agriculture était que la coexistence qui est tant affichée dans les politiques publiques et qui ressort également des résultats de cette prospective comme une voie, en tout cas possible, et une voie d'action qui peut être bien, elle ne se décrète pas et Mhm. elle n'émerge pas facilement comme ça. Il faut vraiment, il faut la construire, Mhm. il faut voir selon les régions de production, donc les bassins de production au Sénégal, comment est-ce que l'agro-industrie peut côtoyer l'agriculture familiale, sur quelle dimension et comment. Et Mhm. ça nécessite au niveau des ministères qui sont concernés, tous les ministères sectoriels, que ce soit les ministères sur la gestion de l'eau, le ministère de l'Agriculture, j'imagine le ministère des Finances, ce serait important qu'on puisse se retrouver aussi autour d'un mécanisme porté par les politiques publiques pour voir comment opérationnaliser cela. Comment passer à l'action. Parce que nous, de la recherche, Mhm. ce n'est pas à nous de passer à l'action. Alors, Exactement. notre rôle est d'objectiver les situations. Donc, quand je dis objectiver, c'est quoi? C'est vraiment c'est permettre, on prend du recul
on explique les situations à tous les acteurs qui ne sont pas chercheurs et qui comprennent. Donc, on objective à notre niveau, on Mhm. produit de la donnée, on l'analyse et on fait se rendre compte à tout le monde, voici la situation qu'on a compris. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut aller plus loin en accompagnant les acteurs à s'approprier les résultats, à les comprendre, à les remettre en question. Pourquoi pas avoir des espaces de mise en débat. Mhm. Mais une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, en général, on ne peut plus continuer parce que voilà, nous restons des chercheurs. Et c'est Exactement. là où d'autres acteurs doivent prendre le relais. Mhm. Comment on passe à l'action? Mhm. Alors, depuis quand même quelques années, plusieurs années, pardon, les paradigmes ont beaucoup évolué. On ne s'attend plus à avoir des chercheurs, en tout cas dans le domaine de l'agriculture et dans nos pays, cloîtrés dans leur laboratoire. Ce n'est plus possible. Exactement. Donc, nous sommes sortis des labos, nous travaillons de plus en plus avec les acteurs au niveau des territoires, mais cet accompagnement-là a une limite. Et en Mhm. général, la limite, c'est la limite d'action politique. Et Exactement. c'est là où on dit que le passage à l'action, une fois qu'on a fini de recommander, de comprendre, de mettre sur l'espace public, il faut que les acteurs divers s'approprient de ces choses-là et passent à l'action. Et c'est ça qui est important. Donc, que ce soit pour cette prospective, comme pour d'autres études, qu'elles soient portées par nous ou par d'autres dans le paysage de recherche au Sénégal, il est important pour que ça puisse servir à l'agriculture, qu'on ait des espaces de dialogue concrets sur le passage à l'action une fois qu'on a compris. Et ça, c'est la troisième recommandation voilà, qui est sortie de ce mardi du bas. Merci infiniment, Madame Astudia Camara, pour cette explication très exhaustive. Vous avez parlé des freins à l'application des résultats de la recherche, mais vous avez aussi parlé de la question des données. Donc, comment promouvoir une prise de décision basée sur l'évidence? C'est aussi un autre défi. Et enfin, vous avez parlé de créer un écosystème parce que le scénario hybride n'émerge pas de lui-même. Il faut l'encourager Mmh. faut, Mmh. une approche multi-acteurs, mais aussi une approche multidisciplinaire. Enfin, si on devait vous demander le mot de la fin, êtes-vous optimiste pour l'agriculture sénégalaise? Êtes-vous pessimiste? Comment vous sentez-vous aujourd'hui par rapport au Alors, travail que vous avez réalisé au BAM et par rapport aux défis que vous avez constatés? alors, c'est pas facile de. Moi, je dirais que je suis optimiste Mhm. pour au moins deux raisons. Mhm. Alors, optimiste parce que jamais l'agriculture n'a autant intéressé le Sénégalais. Mhm. Et voilà, je pense il y a quelque chose qui se joue. Quand on regarde, on a toute une population très jeune, loin loin des champs, donc loin du monde rural, qui Mhm. s'intéresse de plus en plus à la question agricole. La question alimentaire aujourd'hui également intéresse beaucoup plus de compatriotes, que ça soit sur des questions carrément de quantité ou bien de qualité. Donc, on se pose aujourd'hui des questions et ça intéresse beaucoup de monde. Donc, que ça intéresse voilà, une bonne partie des citoyens, pour ne pas dire tout le monde, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer et on n'a pas le droit, on ne peut pas être pessimiste voilà, au regard de ces intérêts-là. Mhm. La deuxième chose, ben, nous avons des politiques publiques qui ont décidé et on le voit dans le discours, on le voit dans les documents politiques, on le voit quand même quand on regarde ces 12 dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées dans les investissements publics sur Mhm. l'agriculture, même si on pouvait s'attendre peut-être à mieux de résultats. Donc, ces deux raisons, moi, me poussent à être optimiste. Ben, une troisième, voilà, nous sommes de la recherche, nous sommes toujours là, disponibles et convaincus que la production scientifique, elle va continuer parce elle a à peu près les supports qu'elle doit avoir, même si ce n'est pas suffisant, et on va continuer à travailler. Donc, pour ces raisons-là, on peut être optimiste. Mais l'optimisme ne doit pas nous interdire de faire attention, de penser l'avenir, et c'est pourquoi les approches prospectives sont intéressantes et importantes, parce qu'elles anticipent, elles Exactement. poussent à ne pas être dans une posture de réaction, mais de Exactement. proaction. Exactement. Voilà, et c'est là où je pense que voilà, les exercices de prospective commencent aujourd'hui à être assez classiques un peu partout. La recherche continue à produire de la donnée, les politiques publiques continuent à considérer cette agriculture-là comme quelque chose d'important.
on a un monde aujourd'hui de la société civile au Sénégal qui n'est pas, qui joue son rôle comme carrément d'acteur de développement. Et tous ces ingrédients-là, si on les combine, devraient, dans un avenir, en tout cas à moyen terme, produire quelque chose de positif. Et je l'espère bien, nous l'espérons. Merci beaucoup en tout cas, Madame Astoudia Camara. Sachez que vous êtes une inspiration pour nous autres. Je vous suis sur LinkedIn et euh, ayant travaillé par le passé sur la prospective à l'Institut africain de développement économique et de planification, IDEP, c'est une question qui m'intéresse fortement. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de décortiquer la question, spécialement pour les non-spécialistes et pour le grand public. Donc, je pense que les conclusions que vous avez tirées sont importantes et nous ferons en sorte de les diffuser au grand public. Merci infiniment, Madame Astou Diao Camara, et j'espère vous recevoir une prochaine fois pour parler des investissements agricoles. Merci beaucoup. Merci. Merci Rama, c'est moi qui vous remercie hein, de cette opportunité-là que vous nous offrez de nous expliquer, notamment à un public profane, si je peux dire ainsi. C'est important. Voilà, nous avons également besoin de feedback pour voir comment est-ce qu'on on s'améliore. Merci. Merci à vous et à très bientôt. Au À très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.